Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau séminaire et ce webinaire sur les maladies rares. Je me représente, donc je suis le docteur Sacomano, je suis médecin vasculaire à Montsartou et je suis le président de l'Union régionale des médecins libéraux PACA. Dans le cadre de ces webinaires qui ont pour but de présenter à la fois la plateforme Résilience et les différentes équipes qui sont en charge de la prise en charge des maladies rares, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Christine Claverini, qui est dermatologue, qui est responsable du centre de référence des maladies rares de la peau de Nice, et qui va nous parler aujourd'hui de ces maladies rares d'origine génétique de la peau, en nous présentant les filières de diagnostic et de soins. Comme d'habitude, on va se laisser à peu près 15-20 minutes de présentation et puis on gardera après une dizaine de minutes pour des questions-réponses. Donc s'il y a des choses que vous souhaitez préciser, n'hésitez pas à vous les noter sur un coin de papier ou dans votre tête pour pouvoir poser la question directement au docteur Chiarini, à qui je laisse avec grand plaisir la parole pour cette présentation. À toi, Christine. Bonjour, merci Laurent. Je suis ravie de vous présenter le Centre de référence des maladies rares de la peau d'origine génétique de Nice. Donc notre centre, c'est un centre qui est déjà un peu ancien puisqu'on fait partie du deuxième plan maladies rares et qu'on a été labellisé en 2007. Donc voilà, ça fait quelques années. Au départ, on était labellisé surtout pour les épidermolyses bulleuses héréditaires. Et puis en 2017, on a élargi un peu les indications à toutes, entre guillemets, les maladies rares dermatologiques d'origine génétique. On est un petit centre, on s'occupe à la fois d'adultes et d'enfants, même si on a quand même plus d'enfants que d'adultes, et on se situe à l'Archer 2, dans le service de dermatologie, où on a des locaux qui sont dédiés à notre activité. Et on est une équipe multidisciplinaire. Alors, je vais vous montrer qui nous sommes. Voilà, on est sur les terrasses de l'Archer 3. Donc, moi au centre, et puis après, j'ai quelques collègues dermatologues du service de dermato qui viennent nous apporter leur expertise dans différents domaines. On a 2 infirmières, on a une secrétaire, un arc et une psychologue qui font partie du centre. Bien sûr, on ne peut pas travailler tout seul pour un centre de référence, donc on collabore avec plein d'autres services, beaucoup de services de pédiatrie, puisque vous avez vu que 80% de nos patients sont des enfants. Et au fil des années, on a tissé vraiment des liens très étroits avec nos collègues d'algo, de gastro, d'ophtalmo, d'ORL, de radiologie, mais pratiquement toutes les spécialités de pédiatrie sont impliquées de près ou de loin dans la prise en charge des patients. C'est la même chose pour les adultes, mais c'est un petit peu plus difficile des fois du fait de l'éparpillement un peu des soins, mais on travaille beaucoup avec nos collègues et même parfois au-delà des frontières du CHU, parfois avec d'autres collègues d'autres structures, comme par exemple pour la consultation angio, mais avec nos collègues de l'Institut Arnaud de Sanck. On travaille avec le centre laser, avec le service dentaire du CHU et en dehors de nos collègues médecins, nous avons aussi beaucoup de collaborations avec l'équipe paramédicale qui est extrêmement importante dans la prise en charge des patients qui ont des problèmes dermatologiques. On travaille avec les podologues, la diététicienne, la psychologue, l'assistante sociale et beaucoup d'autres. Notre activité est une activité de soins, mais également de diagnostic. Et là, ça se fait en partenariat avec le laboratoire de génétique du professeur Pakis. Et on a également une activité de recherche avec des liens avec l'INSERM. Voilà, pour savoir à peu près où on est. Donc, on est à l'Archer 2. On a au milieu du service de dermato, donc c'est au 5e étage. Il y a un grand bureau infirmier médical que vous avez en bas. Il y a une salle d'hôpital de jour que je n'ai pas photographiée, une salle de bain bébé, une salle de bain enfant-adulte et bientôt, on aura une salle de consultation. On travaille aussi parfois en consultation directement de dermatologie pour certains patients et que ce soit moi ou le docteur Huich qui travaille avec moi, avons une consultation délocalisée pour moi sur l'Enval à raison de 3 demi-journées par semaine et pour mon collègue sur Grasse à la raison de 1 demi-journée par semaine.
Donc, on a un centre de référence. Vous avez certainement tous entendu parler des filières maladies rares. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de pyramide. Donc, la base, c'est les centres de référence, en sachant que les centres de référence, il y a des centres qui sont coordinateurs et d'autres constitutifs, le coordinateur coordonnant les différents centres constitutifs, et ils sont épaulés pour le maillage territorial par les centres de compétences. Tout cela est chapeauté par une filière maladie rare. En ce qui concerne la peau, ça s'appelle FIMARAD. Et de plus en plus, toutes ces filières maladies rares françaises font partie maintenant d'un réseau européen. Et la filière européenne pour la peau s'appelle ERN Skin. Donc, voilà sur la carte de France. Donc, vous avez la France qui est coupée comme d'habitude en deux, avec le nord et le sud. Donc, Nice fait partie de ce qu'on appelle MAGEC Sud. Vous voyez qu'il y a 4 centres constitutifs. Et le centre coordinateur actuel, c'est Toulouse. On essaye de changer de centre coordinateur de temps en temps. Donc là, c'est Toulouse. Et les centres de compétences, c'est Marseille, Lyon et Annecy, ce qui nous permet de faire une couverture très honnête de toute la partie sud de la France en collaboration avec nos collègues. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce centre de référence? Eh bien, on s'occupe de maladies rares de la peau d'origine génétique, ce qu'on appelle les génodermatoses, en sachant que notre corps de métier, notre spécialité, c'est ce qu'on appelle l'épidermolyse bulleuse héréditaire, donc qui est une maladie génétique très particulière qui se traduit par une fragilité cutanée et muqueuse et qui demande des soins extrêmement lourds et une prise en charge très complexe multidisciplinaire. On a débuté là-dessus, donc on a mis en place tout un réseau de soins sur cette pathologie et petit à petit, en fait, on a fait profiter les autres pathologies génétiques de ce réseau. Donc, on prend en charge maintenant toutes les pathologies génétiques de la peau, que ce soit l'ichthyose, l'albinisme, sclérose tubereuse de Bourneville, xéroderma. Je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y en a 500 environ, donc ça fait beaucoup. Une pathologie un peu particulière, c'est la neurofibromatose de type 1. On n'est pas les seuls à les suivre sur le 0,6, mais comme les premiers signes sont souvent dermatologiques, c'est vrai qu'on a une très grosse cohorte de patients. Et comme c'est la maladie génétique dermato la plus fréquente en France, ça mérite une part en soi, parce que c'est vrai que c'est une part importante de notre activité. Et je termine par les malformations vasculaires superficielles. Ça, c'est une spécificité niçoise aussi, puisque ça fait, je pense, au moins 25 ans que cette consultation dite angiome existe, ce qui en fait une des plus vieilles de France. Elle persiste, elle se fait toujours à l'archer et on collabore avec beaucoup de plaisir avec nos collègues de l'Institut Arnaud de Sanck, de l'Enval et du CHU. Donc, on a une activité à la fois sur site et une activité hors site. Sur le site, c'est surtout une activité de diagnostic, de prise en charge clinique et de recherche. Hors site, ça va être pour des contacts avec les équipes, pour faire le diagnostic et puis tout ce qui est filière et recherche. Et on a bien sûr un staff mensuel entre les différentes parties de l'équipe. Donc, sur site, qu'est-ce qu'on fait? On fait, comme je vous disais, une prise en charge multidisciplinaire, soit en consultation, soit en hôpital de jour ou en hôpital traditionnel, en fonction de l'éloignement du patient et de l'importance des soins à réaliser. Pour le diagnostic, on travaille avec le service de génétique et la fréquence de cette prise en charge va être variable en fonction de la nécessité de la pathologie, sa sévérité, bien sûr, en fonction de l'éloignement des patients. On s'occupe de tout ce qui est prise en charge sociale, que ce soit les prises en charge à 100%, les dossiers de la MDPH, les PAI pour les enfants pour adapter leur scolarisation, tout ce qui est lien avec les prestataires de services sur place. Gros travail, c'est le relais ville-hôpital avec la formation d'infirmières ou d'infirmiers, de contacter les médecins traitants, les pédiatres pour les informer de la pathologie, des choses à surveiller. Si besoin, on met en place un lien avec le CANS pour le CESAD en fonction de l'âge des patients. Et bien sûr, on essaie de contacter les hôpitaux de proximité pour les gens qui habitent loin pour qu'en cas d'urgence, ils aient toujours quelqu'un à pouvoir joindre. Les patients, bien sûr, nous, on les voit 2-3 fois par an. Eux, ils vivent toute leur vie avec leur maladie rare, mais on essaie de contacter régulièrement par mail. Et pour certains patients, certaines pathologies, on les appelle régulièrement
pour savoir comment ils vont, mais on a des contacts très, très réguliers avec les familles des patients les plus sévères. Prendre en charge les patients, c'est bien, mais si on peut essayer d'améliorer leur quotidien, c'est encore mieux. Donc, on essaye de faire une activité de recherche, soit en tant qu'investigateur principal, mais aussi on collabore avec beaucoup d'autres équipes des autres centres de référence et des autres services de dermato de France, voire d'Europe. Et donc, la recherche, elle va être clinique pour essayer peut-être de décrire de nouveaux phénotypes. On en a fait ça, par exemple, dans la neurofibromatose de type 2 ou pour des patients qui ont une épidermolyse bulleuse, pour l'atteinte gynécologique, par exemple, des choses comme ça. On peut des fois être amené à faire des corrélations génotype-phénotype, que ce soit pour, pareil, pour certaines formes particulières d'épidermolyse bulleuse qui ont des manifestations un peu bizarres. Pourquoi ces manifestations? Quel rapport avec le génotype? Et puis, on essaie bien sûr d'améliorer le traitement. Donc, on fait des études thérapeutiques. Ça peut être institutionnel, c'est-à-dire que c'est nous qui essayons de mettre en place, d'utiliser des nouveaux traitements pour ces pathologies. Là, on a deux essais en cours. Ou travailler avec les industriels. À ce moment-là, on va être investigateur associé. C'est le cas pour une thérapie cellulaire qui est actuellement en cours en dermato. Plus fondamental, c'est important aussi, donc on travaille avec l'unité INSERM du professeur Passeron. On a au sein de l'équipe une ingénieure de recherche qui est Madame Heim, et là, elle a un projet de recherche qui est financé par la filière sur la pigmentation dans l'épidermolyse bulleuse. Hors site, je vous disais qu'on s'occupe de nos patients, on essaye aussi d'aider les autres du fait de notre spécificité sur les épidermolyses bulleuses. Donc, on fait le diagnostic histologique et moléculaire des maladies génétiques avec fragilité cutanée. Ça, c'est le docteur Franco du service de génétique du professeur Pakis, avec Madame Heim qui s'en occupe. Et puis, nous, du côté clinique, on va contacter les équipes pour essayer de les aider dans la prise en charge des patients, dans les soins, dans les conseils à donner aux familles. Bien sûr, on participe au RCP, qu'elle soit régionale ou locale, sur les génodermatoses, neurofibromatoses et malformations vasculaires superficielles. Et puis, on participe à toutes les activités de filière qui sont assez nombreuses au niveau national et européen. Donc, comment nous joindre? C'est pas si difficile que ça, finalement. Donc, nous, on est joints soit directement par le médecin traitant ou le spécialiste, mais parfois, ce sont même les patients qui ont vu notre activité sur internet ou par l'intermédiaire d'associations de patients qui nous joignent directement. Donc là, il y a eu un petit bug sur mon ordinateur, je suis désolée. Donc, il n'y a que le site internet, sinon il y a le site du CHU. Orphanet, le téléphone, je peux vous le donner oralement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et par mail, c'est le mail de la dermato, en fait, du secrétariat de dermato, ça marche très, très bien. Voilà, ça c'est par exemple le CHU, ou si vous mettez sur le site internet du CHU, tous les centres de référence sont référencés. Et vous avez la possibilité, si vous déroulez le menu, il y a des possibilités de nous contacter par ce biais-là, mais il y a également la même chose sur le site internet. Et il y a toutes nos coordonnées téléphoniques qui sont notées également. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue, hein, mais je suis prête à répondre surtout à vos questions. Ça me paraît être plus intéressant qu'un monologue devant mon ordinateur. Merci beaucoup, Christine, pour cette très claire et brillante présentation. Alors effectivement, j'invite les participants, s'ils ont des questions, à se manifester. Alors soit vous activez votre micro et vous demandez à prendre la parole et vous posez votre question. Pour les plus timides, sinon vous pouvez aller directement sur le chat, poser votre question, et Sabia, qui le scrute avec grande attention, s'en fera la porte-parole. Alors en attendant, peut-être que certains se manifestent. Christine, tu as montré justement les moyens de joindre le service. En pratique, qu'est-ce qui est utile et comment faire? C'est-à-dire qu'on joint par mail, on décrit le cas du patient, on joint une photo, on explique ce qui se passe. Comment c'est le plus utile? Je crois que le mail, c'est le moyen le plus facile parce que nous, on lit nos mails tout le temps. Et voilà, une courte explication, une photo et une courte explication. Nous, après, on recontacte les personnes.
et on voit ce dont elles ont besoin. On voit où elles habitent en fonction des besoins et on essaie de trouver une réponse adaptée à leurs demandes. Si c'est une demande de prise en charge, si c'est une demande de diagnostic, si c'est un problème social, si c'est un problème d'école. Enfin, il y a plein de problèmes qui peuvent se développer. Ou est-ce que c'est des gens qui ont d'autres problèmes du fait de leur pathologie? Des fois, on a une pathologie de peau, mais on est douloureux, donc il faut voir l'algologue. Des fois, ça a des répercussions sur le poids. Donc, on essaie de faire une prise en charge vraiment le plus global possible. Mais le mieux, je pense que c'est quand même le mail, parce que le téléphone, on répond dès qu'on peut, mais des fois, on est en soins et on n'est pas toujours à côté du téléphone. Donc, si c'est le téléphone, c'est l'après-midi, parce que le matin, très souvent, on n'est vraiment pas disponible. Sinon, le mail avec les coordonnées, une lettre explicative, une photo si besoin, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et nous, on rappelle. Très bien. Alors, Est-ce qu'il Jocelyn y a a des mis questions? oui, a rajouté un petit commentaire avec les coordonnées, il me semble. Ouais, le lien vers le site. Merci, Jocelyn. Ouais, ça fonctionne pas. Mais en tout cas, je le mettrai de toute façon dans Oui, je suis désolée, je sais pas l'enregistrement, pourquoi dans les ça n'a commentaires. pas On a un fonctionné. Pas petit problème grave. de certificat SSL en ce moment. Bonjour, excusez-moi. Et donc, on est en train de résoudre le système. Là, moi, dans Firefox, sans mettre HTTPS, ça fonctionne quand même, mais c'est vraiment un souci. On est en train de résoudre le problème. Désolé. Pas de souci. De toute façon, moi, avec la vidéo, je mettrai en commentaire les coordonnées du centre. Comme ça, il y aura également les coordonnées sans avoir à chercher trop loin. Voilà. Merci, Jocelyn. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Christine, vous disiez que du coup, un mail suffisait, une lettre du médecin traitant n'est pas obligatoire. Donc, si un patient, par exemple, souhaite vous Je parle contacter, vraiment que des maladies rares, hein. C'est important oui, parce oui, je que parle de ça. Je parle toujours des maladies rares. Moi, je parle pas du reste. Je veux dire, si un patient ou une famille a un enfant ou qui se pose des j'ai pas. questions en fait par Oui. rapport à ça, est-ce que en vous contactant directement par mail, c'est suffisant ou il y a Oui. nécessité quand même d'avoir un courrier du médecin traitant ou des examens à fournir pour que vous puissiez avoir suffisamment d'informations pour vous prononcer? En fait, les maladies rares, par définition, c'est rare. Donc, on prend la peine que si quelqu'un me contacte parce qu'il a une ichthyose ou parce qu'il a une épidermite bulleuse ou parce qu'il a un albinisme, c'est pas des maladies qu'on invente en général. Donc, on les appelle et on voit avec eux ce qui a déjà été fait, mais on les appelle. On fait Ok, voilà. Là, il n'y a pas de difficulté, on fait l'effort. d'accord. Laurent, vous aviez une autre question? Non, pas pour l'instant, parce que c'était vraiment très très clair. Donc on va Euh, relancer. oui. Moi, j'avais une autre question parce que du coup, c'est quand on se connaît, j'ai déjà assisté aux différentes présentations que vous avez déjà fait, mais je profite de ce webinaire quand même pour la poser aussi pour les personnes qui se poseraient la même question. Pour les personnes, parce que votre centre en fait prend en charge des patients qui sont sur un territoire très élargi, très large, et qui sont sur des territoires qui sont pas très très facilement accessibles. Et c'est des prises en charge qui sont un peu particulières, très difficiles pour certaines. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté à trouver des personnes, enfin des professionnels de proximité qui soient capables de répondre à la prise en charge de proximité pour vos patients? Pour cette partie-là, est-ce que, il y a des formations que vous faites pour pouvoir donner les moyens à des professionnels qui voudraient prendre en charge un patient éloigné? Ça, c'est la question de la couverture du territoire. Voilà, juste, je vous remets le. J'ai Mm. complété, je suis désolée, c'est Ah pas c'est sorti. voilà, Voilà. parfait. En fait, on finit toujours, ou presque toujours, par trouver des bonnes âmes qui acceptent de prendre en charge sur le plan infirmier les patients. Après, souvent,
les familles finissent par vouloir faire les soins elles-mêmes pour des raisons de commodité et d'horaire. Mais c'est vrai que, à part peut-être une patiente où j'ai un souvenir que vraiment ça avait été très, très difficile et parce qu'elle était dans un endroit où c'était assez compliqué, on arrive quand même à trouver une aide, même si c'est pas tous les jours. Très souvent, malheureusement, c'est vrai que c'est les parents qui font les soins. Et là, de toute manière, les parents ne sortent jamais de l'hôpital. Si c'est un nouveau-né, par exemple, les parents ne sortent pas tant qu'ils sont pas formés par nous. L'objectif n'étant pas qu'ils fassent eux-mêmes les soins, mais que si besoin est, ils sachent les faire. Donc, on essaie de faire sortir les familles, enfin les enfants et les parents, une fois que les parents savent faire les soins. Et je dirais que dans 99% des cas, si on a trouvé quelqu'un localement qui s'engage à faire les soins. Les soins, soit ils n'habitent pas trop loin, et à ce moment-là, certains infirmiers passent dans le service. Ça nous est déjà arrivé que certains infirmiers passent dans le service pour qu'on leur montre les soins. Sinon, il y a des vidéos explicatives qui sont disponibles sur le site de la filière, donc sur Fimarad. Il y a beaucoup de vidéos de soins. Quand les patients sortent de néonat, par exemple, ils sortent avec un PowerPoint ou des vidéos de soins qui sont filmées pour aider aux soins et pour aider les soignants. Donc, on essaye que le lien se fasse. Et bien sûr, on a déjà contacté en amont les personnels infirmiers pour leur expliquer et pour leur transmettre justement tous les soins qu'on a déjà faits, les PowerPoint, les vidéos, pour que ce soit plus facile pour eux. Je profite également pour rappeler, puisqu'on est vraiment dans ce cadre des séminaires ville-hôpital, et comme il y a souvent plus d'hospitaliers que de libéraux en direct, pour rappeler que les territoires s'organisent avec des maisons de santé, avec des communautés professionnelles territoriales de santé, même si tous les territoires ne sont pas encore maillés et que bien évidemment certains territoires un petit peu plus reculés sont toujours difficiles d'accès. Il y a souvent la possibilité de joindre un coordonnateur ou une coordinatrice de CPTS pour pouvoir après relayer également les soins. Mais la question pour Sabia était plus sur les soins hyper spécifiques et hyper spécialisés, mais ça me permettait quand même de glisser ce petit mot d'organisation et de structuration qui commence à être assez efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit de la part de Sabia ou dans le chat? Bon, ça va, moi, je m'arrête là. Bon, il n'y a pas de Sinon, questions au niveau du chat. donc c'est que ça a été parfaitement clair. Donc les adresses sont bien notées pour qu'on puisse envoyer donc avec une petite description clinique succincte et la photo, les renseignements qui seront utiles. A priori, voilà, on nous dit que c'était parfait. Donc bravo, bravo Christine pour cette présentation. Merci. Un très très grand merci. Merci à vous d'avoir organisé ces webinaires. Et donc ce webinaire, comme d'habitude, Sabia, il sera disponible avec les autres, donc ils pourront être ils pourront être revus à loisir et à souhait. Un très très grand merci à tous pour votre participation et pour cette présentation. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau séminaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.